En janvier 2006, la vie de Jennifer Kess était en plein essor. Elle avait un bon travail, un petit ami sérieux, et elle venait de passer un week-end de vacances aux îles Vierges. À seulement 24 ans, la vie de Jennifer ne faisait que commencer, mais quelqu'un a voulu y mettre fin prématurément. Quelqu'un qui n'a jamais été identifié à ce jour. Jennifer Kess, âgée de 24 ans, a été vue pour la dernière fois vers 18 h le 23 janvier 2006 lorsqu'elle a quitté son lieu de travail. À l'époque, elle travaillait comme responsable financière chez Central Florida Investments Timeshare Company à Ocoee, une ville du comté d'Orange, en Floride. Jennifer avait vécu toute sa vie en Floride, allant à l'école à Tampa, avant de s'inscrire à l'Université de Floride centrale à Orlando, où elle a obtenu un diplôme en finance en 2003. Vers 18h15, peu de temps après avoir quitté le travail, Jennifer a appelé son père alors qu'elle rentrait chez elle en voiture à la résidence Mosaïque à Orlando. C'était la dernière fois que sa famille aurait de ses nouvelles. Ce que nous savons, c'est que Jennifer est bien rentrée chez elle. C'était la première fois qu'elle revenait dans son appartement depuis qu'elle et son petit ami avaient passé le week-end aux îles Vierges. Plus tard dans la soirée, vers 22 h, Jennifer a appelé son petit ami, Rob, et ils ont discuté un peu avant de se souhaiter bonne nuit. Ce sera la dernière fois que la jeune femme de 24 ans donnera de ses nouvelles. Le lendemain matin, Rob attendait son appel ou message habituel avant qu'elle ne commence son service au travail, mais elle ne l'a jamais contacté, et ses appels et messages sont restés sans réponse. Lorsqu'il l'a appelée, il est tombé sur sa messagerie vocale. C'était étrange, mais pas assez pour que Rob s'inquiète, car la veille, elle avait mentionné une réunion à laquelle elle devait assister. Son lieu de travail, cependant, qui avait l'habitude de sa communication rigoureuse et de sa ponctualité, était profondément inquiet lorsqu'elle ne s'est pas présentée à son service et n'avait pas prévenu qu'elle ne viendrait pas. Son employeur a ensuite contacté ses parents, qui ont alors fait le trajet de 2 heures depuis leur domicile jusqu'au sien. Ils ont trouvé une serviette humide, un pyjama au sol, et des appareils de coiffure laissés en évidence, signe qu'elle s'était douchée et préparée pour le travail ce matin-là, mais qu'il s'était passé quelque chose après son départ. Les parents de Jennifer ont signalé sa disparition à la police après avoir trouvé son appartement vide, mais on leur a dit qu'étant adulte, elle avait peut-être quitté volontairement et les autorités ne semblaient pas s'inquiéter de l'affaire. Des heures se sont écoulées avant qu'un détective ne soit envoyé chez elle vers 19 h ce soir-là. Étant donné l'absence de désordre dans l'appartement, comme aucun objet n'avait été emporté, aucune trace d'effraction et aucun signe de lutte, la police a d'abord émis l'hypothèse que Jennifer était partie et avait fermé à clé ce matin-là, mais qu'elle avait été abordée et enlevée dans la rue alors qu'elle se rendait à sa voiture. Cependant, cette théorie a été modifiée 2 jours après la disparition de la jeune femme de 24 ans lorsque sa voiture, une Chevrolet Malibu noire de 2004, a été retrouvée. Une personne qui avait regardé les informations le matin du 26 a vu un reportage sur l'affaire et a remarqué que le véhicule de Jennifer ressemblait à celui qui avait été laissé sur le parking de son immeuble, le complexe d'appartements Huntington on the Green, depuis plusieurs jours. Il se trouvait à seulement 1 mile du domicile de Jennifer. Le témoin a alors contacté la police, qui a pu confirmer que le véhicule appartenait à Jennifer et il a été emmené pour un examen médico-légal. La découverte de la voiture a amené les enquêteurs à soupçonner qu'il était arrivé quelque chose à Jennifer alors qu'elle se rendait au travail, ou peut-être même alors qu'elle montait dans le véhicule. Après la récupération de la voiture, les autorités ont porté leur attention sur les caméras de vidéosurveillance à proximité, dans l'espoir que ces dispositifs pourraient révéler comment elle était arrivée à l'immeuble. Ils ont eu de la chance, en quelque sorte. Grâce aux caméras, ils ont pu repérer un individu non identifié s'éloignant de la voiture après l'avoir déposée devant l'immeuble vers midi, le jour de sa disparition. Cependant, en raison de la mauvaise qualité des images, la police n'a pas pu distinguer de caractéristiques particulièrement distinctes de l'individu. Ils n'ont même pas pu déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme.
De plus, la caméra, qui avait l'angle le plus utile, ne prenait des photos qu'une fois toutes les 3 secondes, et sur chaque image, le visage de la personne non identifiée est caché par des poteaux de clôture. La famille de Jennifer n'a pas pu fournir d'informations pour aider l'enquête, et bien que le FBI ait été appelé pour analyser les images des caméras, ils ont seulement pu déterminer que l'individu mesurait entre 1,60 m et 1,65 m. La NASA a pu améliorer la vidéo, mais malgré cela, le visage du suspect reste flou. La police a déclaré que les vêtements de l'individu pourraient être ceux d'un peintre décorateur ou d'un autre type d'ouvrier. Des chiens pisteurs ont aussi été utilisés après la disparition de Jennifer. L'un d'eux a suivi son odeur de la voiture garée jusqu'à son immeuble, suggérant que le suspect est peut-être revenu dans l'immeuble après avoir abandonné sa Chevrolet. Aucune preuve n'a été trouvée sur cet itinéraire et très peu d'indices médico-légaux dans la voiture. Les seuls éléments notables étaient une seule empreinte en latex et une petite fibre d'ADN. Cela a amené les enquêteurs à soupçonner que le véhicule avait été soigneusement nettoyé et essuyé après la disparition de Jennifer et que des objets de valeur, notamment, avaient été laissés sur place, ce qui a écarté le vol comme mobile. Cela dit, de nombreux objets ont disparu de la voiture, notamment l'iPod de Jennifer, ses clés, son sac à main et sa mallette. Ses comptes bancaires n'ont pas été utilisés depuis sa disparition et son téléphone est impossible à localiser, ayant été éteint au moment où elle a disparu. La famille de Jennifer a été la première à être longuement interrogée après sa disparition, car ils étaient les personnes les plus proches d'elle. Son ex-petit ami a également été interrogé, car il aurait été contrarié par la rupture et souhaitait raviver leur relation. Cependant, il a rapidement été écarté de l'enquête. Le petit ami actuel de Jennifer au moment de sa disparition a également été interrogé, mais il a lui aussi été écarté. Notamment, en janvier 2006, l'immeuble de Jennifer était en cours d'agrandissement. Et elle a raconté à sa famille et à ses amis qu'elle était souvent victime de harcèlement sexuel et de remarques déplacées chaque fois qu'elle passait devant les ouvriers travaillant sur le chantier. La police a tenté d'interroger ces hommes, mais comme la plupart ne parlaient pas anglais, cela a rendu l'interrogatoire difficile, voire impossible. Jennifer n'était pas harcelée uniquement dans son immeuble. Les enquêteurs ont découvert, après l'analyse forensique de son ordinateur professionnel, qu'un de ses responsables avait tenté d'entamer une relation avec elle. Elle avait refusé ses avances car elle était contre les relations au travail. Le responsable a été interrogé à plusieurs reprises au cours de l'enquête, mais il a finalement été écarté comme suspect. Les preuves et les réponses dans cette affaire sont pratiquement inexistantes. La théorie la plus répandue concernant la disparition est que les mêmes hommes qui ont harcelé Jennifer dans son complexe d'appartements étaient impliqués. Les enquêteurs ont noté qu'il n'y avait pas encore de vidéosurveillance installée dans l'immeuble et qu'un agent de sécurité payé, censé surveiller les allées et venues des personnes dans le complexe, tenait un registre incomplet. De plus, il a été découvert qu'un jeu complet de clés de l'immeuble avait disparu. Le père de Jennifer, Drew, a déclaré à 48 Hours qu'elle avait exprimé un malaise en évoquant ses interactions avec les ouvriers. Il l'a cité. « Tu sais, il y a beaucoup d'ouvriers ici. Ils s'arrêtent souvent quand je passe ou vais à ma voiture, et ils regardent. » Dans une interview à Fox News, il a dit « Chaque fois que des ouvriers venaient chez elle pour des travaux, Jen était toujours au téléphone avec nous. Elle restait au téléphone dans l'embrasure de la porte de son appartement jusqu'à ce qu'il soit parti. » Plusieurs autres femmes qui vivaient dans le complexe ont déclaré aux médias qu'elles avaient vécu le même harcèlement et les mêmes sentiments de malaise et se souvenaient avoir eu des rencontres désagréables avec les ouvriers. Le frère de Jennifer a dit avoir tenté de parler à ces hommes après la disparition, mais il les a trouvés peu coopératifs et soupçonnait qu'ils cachèrent des informations. Selon certaines personnes, beaucoup de ces individus avaient en fait disparu avant que la police ne puisse essayer de leur parler. L'enquêteur privé de la famille a affirmé qu'il y avait jusqu'à 10 ouvriers du bâtiment qui vivaient dans le appartement en face de celui de Jennifer et a déclaré « Ce que je pense, c'est que Jennifer sort, elle ferme la porte à clé. Elle tourne le dos à l'appartement, puis est enlevée par ces individus de l'autre côté du couloir. » Il a ajouté « Elle ferme la porte à clé et ne voit jamais ce qui se passe. Elle était probablement attaquée immédiatement en sortant. Elle est traînée dans cet autre appartement. Et c'est la fin. » La famille Casey a observé qu'ils avaient fait fouiller l'appartement avec des chiens renifleurs, mais cela n'a donné aucun résultat.
À la fin des années 2010, la famille Casey a décidé de poursuivre le département de police d'Orlando afin d'obtenir l'accès au dossier de l'affaire de Jennifer. Le chef de la police, Orlando Rollin, aurait donné à son département 6 mois pour travailler sur l'enquête. Cependant, aucune nouvelle piste n'a émergé, ce qui l'a poussé à remettre les dossiers à la famille. Les Casey ont eu accès à 16 000 pages de documents et à 67 heures de vidéos et d'enregistrements audio. Pendant cette période, ils ont découvert qu'aucune enquête n'avait été menée entre la fin de 2012 et 2019. Avec leur détective privé, la famille a passé des mois à examiner les documents, à chercher des pistes, des témoins oubliés et tout ce qui pourrait les aider à trouver des réponses dans cette affaire. Leur détective privé, Michel Torretta, pense que la police a bâclé l'enquête initiale, déclarant « Il y a beaucoup d'informations qui auraient pu être exploitées et qui, selon moi, ne l'ont pas été pendant les heures les plus cruciales de cette enquête. » En 2022, la famille a sollicité l'aide du Florida Department of Law Enforcement, ou FDLE, une unité spécialisée dans les affaires non résolues qui prévoyait d'interroger d'anciens témoins et suspects, et de réexaminer des preuves que les Casey estiment ne pas avoir été analysées avec les technologies médico-légales modernes. En 2025, l'unité a annoncé qu'elle avait examiné des milliers de pages de documents et avait parlé à environ 45 personnes depuis qu'elle avait reçu l'affaire en décembre 2022. Ils ont déclaré avoir identifié plusieurs personnes d'intérêt et que l'affaire n'est plus considérée comme non résolue, ajoutant que l'IA pourrait potentiellement les aider à identifier l'individu aperçu sur les images de vidéosurveillance en 2006. Plus tard cette année-là, le 21 octobre, Drew Casey a rendu public que la FDLE avait découvert de l'ADN dans des preuves qui n'avaient pas encore été testées. Cela contredisait une affirmation antérieure de la police d'Orlando selon laquelle le seul ADN trouvé sur le volant était celui de Jennifer. La collecte de l'ADN a permis de réduire considérablement la liste des personnes d'intérêt et la famille pense qu'elle est plus proche que jamais de trouver des réponses dans l'affaire de Jennifer. Jennifer Kess est toujours portée disparue. Au fil des années, plusieurs enquêtes dans des podcasts et livres lui ont été consacrées, sans offrir à sa famille la clôture attendue. En 2025, sa famille a révélé qu'un documentaire sur son affaire était également en préparation. Un an après la disparition de Jennifer, son employeur a offert une récompense d'1 million de dollars pour toute information menant à son retour, mais l'argent n'a jamais été réclamé. Une récompense de 5 000 $ est actuellement offerte pour toute information permettant de retrouver ses restes via la ligne Crime Line de Floride centrale. La disparition de Jennifer, ainsi que celle de Tiffany Sessions, disparue en 1989, ont conduit à un changement de législation sur la manière dont les autorités de Floride traitent les affaires de personnes disparues. En mai 2008, la Chambre des représentants de Floride a adopté à l'unanimité le projet de loi du Sénat 502, la loi sur les personnes disparues, Jennifer Kess et Tiffany Sessions, qui visait à réformer la gestion de ces affaires. Jennifer Kess, 24 ans, a été entendue pour la dernière fois vers 22 h, dans la nuit du 24 janvier 2006, alors qu'elle se trouvait chez elle dans le complexe d'appartements Mosaic à Orlando, en Floride. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux blonds et yeux verts, portant souvent des lentilles de contact. Elle a des excroissances cutanées sur le dos de la main gauche, une tache de naissance sur le majeur de la main gauche, une tache de naissance rougeâtre estompée sur les côtes, un menton fendu et des cicatrices chirurgicales à l'intérieur du coude gauche. Elle mesure 1,73 m et, au moment de sa disparition, elle pesait environ 57 kg. Elle portait peut-être un collier en diamant à 3 pierres lorsqu'elle a disparu. Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Jennifer peut contacter le siège du FDLE au 8504 107 000 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous retrouve la prochaine fois.